On commence aujourd'hui par Cloud de Kiyoshi Kurosawa. Qui a vu Cloud de Kiyoshi Kurosawa dans le chat? Évidemment, nous trois, nous l'avons vu. Oui. Toi, Clément, aussi, c'était ta découverte de Kiyoshi Kurosawa? C'est ça, tout à fait. Je dis aussi parce que c'est mon cas. Contrairement à toi, Thomas, qui connais un peu le cinéaste, est-ce qu'il y a moyen que tu nous le... Je vous le situe. Ouais, c'est ça. C'est qui ce mec et pourquoi il y a plein de ces films qui sortent tous en même temps en ce moment? Alors, qui c'est Kiyoshi Kurosawa? Donc, c'est un réalisateur japonais qui est apparu dans les années 90, mais qui a commencé sa carrière au début des années 80, et qui est l'un des principaux architectes, avec un autre monsieur qui s'appelle Hideo Nakata, de ce qu'on appelait la J-horror, donc l'horreur japonaise. Qui a fait un peu une sorte d'OPA sur le cinéma d'horreur à la fin des années 90, avec donc un film de Hideo Nakata qui est très connu, qui s'appelle Ring, que beaucoup de gens ont vu. Vous l'avez peut-être vu? Non. Mais qui a même été célèbre, quand même été remaké aux États-Unis par Gore Verbinski. Exactement, avec j'ai oublié son nom, l'actrice de Mulholland Drive, Naomi Watts en premier rôle. Et puis l'autre film qui a lancé cette vague-là, c'est Cure de Kiyoshi Kurosawa. Immense succès au Japon, troisième plus gros succès de l'année 87 au Japon, enfin bon, bref. Et il s'est rapidement installé comme un cinéaste de premier plan, très défendu notamment par les cahiers du cinéma, les Inrock, Libé, à la fin des années 90, et comme l'un des visages d'une sorte de nouvelle vague du cinéma d'auteur japonais après une longue période de jachère, quoi. C'est-à-dire que le cinéma japonais avait été très florissant dans les années 60-70 avec des gens comme Nagisa Oshima, ou comme, j'ai oublié son nom... Imamura aussi. Oui, voilà, Shoei Imamura, typiquement. Et puis les années 80 ont été des années de raréfaction. Il y a un cinéaste qui est apparu à ce moment-là, dont les films ressortent aussi en salle aujourd'hui en France, qui s'appelle Shinji Somai, qui est le maître de Kiyoshi Kurosawa. Et puis, en plus, les années 80, c'est les dernières années d'Akira Kurosawa. Oui, complètement. Alors après, je pensais même pas à la génération d'Akira Kurosawa, mais des mecs... mais je veux dire, dans les années où lui disparaît à ce moment-là un peu, donc... Il y a un truc de raréfaction et de renouvellement nécessaire, et c'est le moment, en gros, où Takeshi Kitano, qui a commencé à la fin des années 80, Kiyoshi Kurosawa, Naomi Kawase et Hirokazu Koreeda, c'est-à-dire ceux qu'on appelait les 4K, sont apparus dans le cinéma japonais. Bref. Un qu'après d'être un groupe raciste. C'est ça. Un de plus. Est-ce que tu peux nous confirmer qu'il n'y a aucun lien entre Akira et Kiyoshi Kurosawa? Il n'y a absolument aucun rapport entre Akira et Kiyoshi Kurosawa. Kurosawa c'est Dupont au Japon, en fait. Tu veux dire qu'ils sont deux et ils sont flics? Non, mais c'est vraiment... Ils sont volés leur porte-monnaie. Ok, oui, c'est un prénom hyper banal là-bas. C'est quoi, tu vois. Bon. Et il se trouve donc que Kiyoshi Kurosawa a été un cinéaste très important dans le renouvellement du cinéma d'horreur entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Puis, à partir de la fin des années 2000, et notamment avec le film qui est cité dans le chat qui s'appelle Tokyo Sonata, il a recomposé de manière assez conséquente son cinéma. Et il s'est embarqué dans d'autres genres. Il a réalisé donc des chroniques sociales, un film historique qui est sorti il y a 3 ans qui s'appelle La Voix du Serpent. Les Amants Sacrifiés. Okay. Il a fait des films fantastiques mais non horrifiques comme Vers l'autre rive, enfin tout un ensemble de films. Et puis il a eu un certain retentissement quand il a réalisé une série qui s'appelait Shokuzai et qui est sortie en France en 2 volets, alors que c'est une série dans 5 épisodes, et ça avait eu un petit retentissement parce que c'était la première fois que une série télévisée japonaise sortait au cinéma dans un format cinéma en France. Si bien que ça a lancé une espèce de mode, et par parenthèse, quand Sense6 de Ryosuke Hamaguchi était sorti en 2018, ça avait été vendu comme une série e-cinéma sur le modèle de Shokuzai. Lien qui tient aussi au fait que Kiyoshi Kurosawa, depuis le début des années 2000, est professeur à l'université de Kyoto, si je ne m'abuse, en cinéma, et est le maître, le professeur, puis ensuite le principal collaborateur, mentor de Ryosuke Hamaguchi. Qui est donc le petit-fils cinématographique de Somai, si on suit la lignée. Oui. Et d'ailleurs, Hamaguchi est lui-même le défenseur de Somai, et il est venu présenter des films de Somai en France. Enfin bon, il y a tout un truc qui... Très bien, voilà. Tout est... pour aller un peu plus vite simplement, Kiyoshi Kurosawa, donc c'est du cinéma d'horreur, c'est aussi un cinéaste d'obédience un peu moderniste ou post-moderniste, puisqu'en fait, il est à la fois un cinéphile avec un goût un peu particulier. Le cinéma qu'il défend, c'est cinéastes un peu de chevet, c'est Richard Fleischer, Toby Hooper, cinéma de série B, Jacques Tourneur. Il n'est pas du tout dans une tradition de cinéma soit japonais, soit classique américain qui avait nourri le cinéma japonais, notamment celui de Kurosawa par exemple.
Et puis par ailleurs, il est très marqué par l'influence d'un monsieur extrêmement important dans la vie culturelle et cinématographique au Japon, qui s'appelle Shigehiko Azumi, qui est un intellectuel, un sociologue, un critique, qui a introduit les textes de la French Theory au Japon. Ok. Traducteur de Foucault, traducteur de Derrida, et qui a été le professeur de Kiyoshi Kurosawa. Donc les films de Kiyoshi Kurosawa ont une espèce de double composante, dont Cloud est un exemple. On verra après dans quelle mesure c'est convaincant ce film-là. À la fois de cinéma d'obédience classique, on pourrait dire, ou d'inspiration classique ou post-classique, on pourrait dire. Du côté de Fletcher, c'est peut-être un cinéaste post-classique, c'est-à-dire une très grande minutie dans le cadrage, le découpage, une certaine sobriété dans la mise en scène de l'action, on en parlera pour Cloud. Et puis en même temps, un substrat théorique issu à la fois de la modernité et de la postmodernité, qui fait que ces films sont toujours, ou en tout cas quand ils sont réussis, des exercices théoriques et réflexifs sur les puissances et les limites et comment dirais-je, les dispositifs illusionnistes du cinéma. Voilà. Rien que ça. Oui, c'est une espèce d'ambition réflexive et théorique mêlée en même temps à un plaisir cinéphile pur. Ouais. Voilà. Et donc là, il y a à la fois Cloud donc, qui est sorti, mais aussi Alors, il y a un film qui s'appelle Chime. Et il y a Chime, donc, qui est un court-métrage qui est sorti une semaine avant Cloud, qui est sorti il y a 3 semaines, qui est un court-métrage qui a été réalisé pour une espèce de truc à la Netflix mais japonais quoi, enfin, voilà. Comme quand Netflix commande, je sais pas, un court-métrage à Wes Anderson ou je sais pas qui, film d'horreur pour le coup plus réussi que Cloud, très inspiré de ce qu'il faisait dans les années 90. Cloud a été présenté au Festival de Venise et est sorti au Japon à la fin de l'année dernière, et au mois d'août sortira un 3e film, donc ça fait 3 films en 1 mois et demi à peu près, 2 mois et demi, qui s'appelle La Voix du Serpent, avec notamment Damien Bonnard et Mathieu Amalric, qui se trouve être une production française, mais aussi l'auto-remake, d'un enfin c'est pas ce qu'on appelle un téléfilm, c'est un film de vie cinéma, c'est-à-dire de film qui sortait directement en cassette, de Yakuza qu'il a réalisé dans les années 90, qui s'appelle lui aussi La Voix du Serpent, et qui est un film qu'il a réalisé à une période d'intense activité, puisque en gros il faut imaginer que à la fin des années 90 il tourne à peu près 3 ou 4 films par an. Ah ouais. C'est-à-dire faire un film pour le cinéma et 2 films pour le vie-cinéma, par exemple. Aujourd'hui, il a un peu réduit cette cadence. Ceci étant dit, 3 films en une année, en fait, c'est assez représentatif de la régularité de sa production. Et est-ce que tu dirais qu'avec cet auto-remake, le serpent se mord la queue ? J'ai pas vu le film encore, mais... C'était juste pour le jeu de mots, c'est oui, pas non, une mais vraie j'entends question. bien. Bon, les rumeurs ne sont pas très positives. Ah, d'accord. Mais il faudra en parler un petit peu après. C'est un cinéaste qui a un peu perdu de sa superbe. Mais bon, on en parlera après. Mais donc, de quoi ça parle, Cloud, Clément ? Eh bien, écoute, on suit un personnage qui s'appelle Yoshi et qui est une sorte de vert, un petit dinosaure. Et c'est ça, et qui tire avec sa langue, qui est revendeur de produits divers et variés. En gros, il fait un peu une espèce d'opération de boursicoteur, c'est-à-dire qu'il achète des produits en gros et ensuite essaie de les revendre plus cher pour faire un profit. C'est une activité qui est, on va dire, plus ou moins légale, puisque ça lui arrive de vendre des choses qui sont peut-être de la contrefaçon, peut-être pas, etc. En tout cas, il y a une espèce un petit peu de zone grise. Et donc, on le suit qui, au début du film, réussit à faire une plus-value importante, puisqu'il gagne, je crois, 6 millions de... Alors, quelle est la monnaie ? Yen. C'est du yen. Mais ça fait combien 6 millions de yens en euros, Clément ? Ça fait 17,50, je crois. 17,50. Plus-value de 500. On s'achète une maison avec ça. Différente. Aucune idée, mais je pense que c'est quand même beaucoup d'argent, a priori. Et donc, succès, il décide de s'installer dans une maison plus grande en périphérie de Tokyo, avec sa compagne, et de continuer son activité. Il y a quelques déconvenues, et surtout, on va dire qu'une espèce de menace commence à peser sur lui, qui viendrait de gens qui se sont sentis plus ou moins escroqués par ces opérations financières. Et donc, le film est une sorte de thriller, mais aussi un petit peu un thriller en 2 parties, puisque, comme on voit les images en ce moment même, on va dire que la première partie est plus sur l'esquisse de cette menace, quelques surgissements un peu brefs. Typiquement, il a l'impression que quelqu'un rôde autour de chez lui, on jette quelque chose à travers une de ses vitres. Et la deuxième partie va beaucoup plus basculer presque dans le film d'action, ou une espèce de survival comme ça, puisque c'est carrément une sorte de gang de laissés pour compte qui vont l'assaillir et presque prévoir de le torturer. Oui, c'est plutôt bien résumé, le fait de le découper en 2 parties, notamment, qu'on va dire avant et
après le surgissement de ces gens chez lui, même si la première elle-même peut aussi être un peu vue en deux parties, qui serait la partie tokyoïte et la partie rurale, où donc dans la première partie on a vraiment d'abord un développement d'une forme de presque de tension que j'ai envie de dire au début du film purement formelle. Il y a quelque chose où on n'a pas l'impression qu'il y ait de raison logique à une forme de tension qui apparaît. Oui, il y a une espèce de sentiment diffus, mais... Exactement. Même notamment, je pense à une séquence où son ancien employeur vient le voir chez lui, essaye de sonner, et la scène devient une scène de tension, presque d'horreur, alors qu'il n'y a pas de raison, a priori d'être troublé par ce personnage, d'autant plus que... en effet, on le voit directement. La séquence quasiment introduit très vite la figure de l'employeur en bas des marches, ce qui serait un peu, on va dire, contractuel avec la scène horrifique. Contradictoire, tu veux dire Contradictoire avec la scène horrifique où on garde la créature pour plus tard. On se demande d'où va surgir le mal, quoi. En gros, ça crée une logique de suspense aussi. Donc oui, mais je veux dire, la scène est tournée comme une scène horrifique, quoi. Il y a un vrai truc où tout se passe dans l'horreur. Il évite le moindre son. Il se reclue dans le fond de son appartement. Il y a un ralentissement de l'action, une grande dilatation du temps. Mais ce qui est donc étrange, c'est que dans la première partie, ça apparaît comme un peu des surgissements ponctuels dans ce qui semblerait être l'histoire plutôt classique de ce personnage qui semble pas plus sympa qu'un autre, plus désagréable qu'un autre, qui vit une relation un peu plus banale. Toutes les relations, toutes les scènes. D'ailleurs, je ne sais pas si Kurosawa est un grand directeur d'acteurs, mais j'ai l'impression que les acteurs sont... Je ne sais pas s'ils font exprès d'être très présents. Ils sont sous-dirigés. Ça, c'est Hamaguchi qui en faisait le témoignage de ce qu'il a appris chez Kurosawa, c'est de ne donner aucune direction psychologique. D'accord. Uniquement des positions et des gestes. Donc il y a un côté de neutralité qui va de pair avec un projet théorique, à savoir que les personnages doivent toujours paraître n'être que des personnages, quoi. N'être que des figures en fait. Mais bon, on pourra en parler après, mais il y a cette idée un peu présente dans son cinéma que tout personnage de film par essence est spectralisé parce qu'il est dans un film, et donc du coup il n'a pas d'épaisseur possible, et il y a toujours des stratégies de mise en scène un peu de mise en abîme, ou des stratégies réflexives pour révéler aux personnages qui sont eux-mêmes des personnages sans profondeur. Et ça fait écho avec ce que travaille Claude, à savoir que le personnage principal de Yoshi est une espèce de centre de gravité de la narration, mais c'est un centre un peu à masse nulle, parce que c'est un homme sans qualité qui initialement semble être un espèce de génie du mal, comme l'indique la scène, c'est pas la scène pré-générique, mais c'est la scène d'apparition du titre, qui est la scène de la première opération de boursicotage qu'il fait, et où on sent à la fois sa fébrilité, mais aussi une forme de génie de la manipulation. On sent que ça serait potentiellement une figure de metteur en scène symbolique. Il prend des photos, il les arrange, et puis en fait ce qui est intéressant dans le film, c'est que il y a quelque chose de déceptif dans la mesure où il ne soutient jamais en fait cette hypothèse-là, et il devient très rapidement médiocre. Il n'arrive même pas à être suffisamment inquiétant pour être vraiment médiocre, pour être vraiment fort, et il devient une espèce de personnage médiocre qui sera amené à être enlevé par des bras cassés, puisque les 5 assaillants se trouvent être des petits nickelés, qui eux-mêmes sont ridicules, et il sera amené à être aidé par un personnage improbable dont on ne sait pas très bien qui il est, et une espèce de brouillard diffus autour de la narration qui fait que toutes les pistes potentielles de récit s'effondrent en fait. Ce qui serait à la fois une qualité de modernité, on pourrait dire, dans le film, et en même temps ce qui n'est pas sans susciter un peu de stupéfaction, voire de consternation, quand on voit à quel point le film est vide et ne soutient pas ces différents récits potentiels, quitte à être un peu atone. Et je pense qu'il y a une forme d'atonalité ou de fadeur qui est volontaire aussi dans le film, et qui fait qu'il est assez mal aimable. Et c'est vrai que le côté un peu tuer les potentiels dans l'œuf, c'est vraiment un peu la trajectoire du film, quoi. Tout du long, il y a de plus en plus de directions qui semblent s'acheminer, et à la fin, pendant la dernière heure, on te dit non, ce sera ça, tout meurt, et c'est vraiment juste maintenant jusque dans la dernière scène dont on parlera pas, mais dont on a parlé, qu'on a évoqué hors micro tout à l'heure, qui est absolument improbable, et qui ne fait que signaler un peu plus l'idée que le film en fait fonctionne, je crois, sur une logique de surprise, et à certains égards je dirais qu'en fait la mise en scène chez Kiyoshi Kurosawa de manière générale repose sur un principe de surprise, à savoir que dans le flux
un peu atone, un peu cotonneux d'une enfilade de plans ou d'une séquence filmée de manière assez académique. Faut le souligner, je crois que quand même il y a des scènes qui sont vraiment pas très intéressantes en termes de mise en scène dans ce film-là. L'irruption d'un plan, l'irruption d'un contre-champ, l'irruption d'un son, la révélation d'un personnage qui est hors champ et en fait qui était là depuis le début, va susciter une surprise, voire une forme même de frayeur, en tout cas d'effroi extrêmement bref, de malaise, qui serait capable de pouvoir susciter la curiosité du spectateur et lui permettre d'avancer dans la suite du film. Typiquement, le premier signe d'hostilité à l'encontre de Yoshi au début du film, c'est l'apparition devant la porte de sa maison, sur ses escaliers, d'un rat mort dans un papier journal. Ça arrive au bout de 3 minutes de film. Alors, ce qui est c'est une bonne idée en fait, je trouve, sur le principe, de faire, de larder le flux du découpage de plans qui n'ont pas lieu d'être en fait. Et c'est quelque chose qu'il a pratiqué depuis toujours, qu'il pratique depuis au moins son premier grand film qui s'appelle Cure. Je dois bien reconnaître que dans Claude, ça me paraît un peu dévitalisé, c'est-à-dire que typiquement cette apparition de rat, on la comprend pas. Moi, je sais pas comment vous avez vécu, moi, je l'ai pas comprise. C'est un des premiers signes de cette espèce de menace, quoi, ou du fait que des gens lui en veulent. Ouais, mais même à ce moment-là, on n'a pas assez l'information que des gens peuvent lui en vouloir. Et c'est un signe de dérèglement, mais en fait, je trouve que le plan, la séquence est trop courte, par exemple. Oui, non, ça produit pas grand-chose. Ça produit pas grand-chose, et beaucoup de choses dans le film sont un peu de cet ordre-là. La vraie première séquence où il se passe quelque chose de cet ordre-là dans le film et qui est abouti, et je pense que c'est la meilleure séquence du film finalement, c'est la séquence dans le bus. Est-ce que c'est la première scène où il se passe un truc bizarre? Non, mais je veux dire, où là, je ressens vraiment une forme d'inquiétude dans le film. Et en plus, vraiment, l'effet de révélation du personnage, comme tu le disais, qui est hors champ et qu'on découvre après, pendant le plan même, est assez terrifiant. Alors, j'en profite. Vas-y, bien sûr. Je rebondis sur la scène du bus. Il y a quand même une qualité dans le film, c'est qu'il est assez cohérent en termes de mise en scène, au moins dans sa première heure. Pour situer un peu pour les gens qui n'ont pas vu le film, Yoshi accumule progressivement les signes d'hostilité à son encontre. C'est la seule chose qui va donner un peu de structuration au récit de la première partie, qui est un récit qui progresse pas beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, je dirais, 3 ou 4 scènes de menaces. Une où il tombe en moto parce que quelqu'un a adressé un filin sur la route. Ah oui, c'est vrai. Ça. La scène de son patron qui vient sonner à sa porte, qui le surveille en fait depuis la rue, qui vient sonner à sa porte. Cette scène dans le bus. Ces 3 scènes-là, elles sont structurées en fait sur un dispositif qui est commun, qui est l'idée que le danger est toujours situé dans le dos de Yoshi. Après qu'il soit tombé dans le bus, il voit le filin et il y a un gros plan sur l'arrière de son casque de moto et il se retourne face caméra, on voit ses yeux en gros plan. L'apparition du patron, en fait, elle se fait dans son dos puisqu'il est dos à la fenêtre et il se retourne. Et il y a un plan assez bien foutu où en fait on voit dans la profondeur de champ l'apparition du patron dans le dos comme une espèce de présence fantomatique. Et puis, comme on l'a dit dans le bus, il y a une espèce de masse noire qui occupe l'arrière-plan, qu'on ne remarque pas tout de suite et qui finit par occuper le point de vue de la caméra dans un contre-champ qui est assez étrange. Et je trouve ça intéressant parce que je l'ai relié dans mon esprit au titre qu'avait donné le critique et l'ancien patron des cahiers Alain Bergala, au documentaire qu'il avait consacré à Kiyoshi Kurosawa qui s'appelle Au dos des images. Et en fait, Bergala est vraiment un type qui a oublié d'être bête, je crois, qui est vraiment très brillant. Et en fait, il a réussi à synthétiser en un titre quelque chose qui serait un peu structurant dans la manière dont Kurosawa envisage ses films et sa mise en scène de la peur, c'est que on va se situer dans le dos de là où le film se passe. C'est-à-dire, on filme depuis un point qui n'existe pas à l'intérieur de la fiction, et ce point, il est dans le dos de l'endroit où se trouvent les personnages, avec cette idée que du coup, au dos des images, ou derrière les images, il y aurait un fond sans fond d'où surgirait toute forme de menace, et en particulier les menaces fantomatiques, les Yurei, qui ont occupé une grande place dans la filmographie de Kiyoshi Kurosawa. Et que certains films, comme Kairo, que je recommande vivement aux spectateurs, et que je vous recommande aussi à tous les deux, mettent en scène de manière très affirmée, puisque Kairo, c'est l'histoire de fantômes qui, en fait, attaquent des utilisateurs d'Internet, ils attaquent depuis l'ordinateur. En fait, l'écran d'ordinateur est une espèce de fond sans fond, cet arrière-plan de l'image qui attaquerait les gens qui l'utiliseraient.
Donc là, j'ai été assez surpris et content de voir que le film suivait une trajectoire de mise en scène assez cohérente, en dépit du fait que ça soit pas toujours producteur de grand chose sur le plan de l'horreur pure. Et donc c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que le film a le goût de la surprise, puisqu'il abandonne complètement, mais alors intégralement, cette stratégie de mise en scène à partir de sa deuxième partie, qui vraisemblablement lorgne plutôt du côté du cinéma de série B d'action. Il le reconnaît lui-même en interview. Il voulait faire un polar à l'américaine violent, c'est-à-dire un film évoquant, je pense, le souvenir de Siegel et de Fleischer, qui sont ces cinéastes de chevet, pour un résultat qui me semble peut-être un peu moins convaincant. Enfin, on en discutera après. On peut peut-être lire le ouais. Absolument. Pour moi, c'est un problème aussi que le film n'ait pas abordé les véritables raisons des problèmes de ses personnages, ainsi que le profit réalisé par les fabricants de produits authentiques, le véritable profiteur n'étant pas le personnage principal. Mais c'est vrai qu'en fait, ce récit semble très vite anecdotique dans le film et servir plus de prétexte au reste de l'histoire que... Ce qui est étrange, parce que pour autant, tout du long du film, en tout cas, moi, j'ai eu la sensation qu'il y avait une sorte de métaphore ou de grande... façon de traiter le sujet un peu sous-jacent, de traiter le monde d'internet. Bah justement, bizarrement, mais je l'ai pas saisi. Avant qu'on s'engouffre dans la deuxième partie du film, qui je pense cristallise aussi notre déception, en tout cas pour Loïc et moi, il y a effectivement sur la question d'internet, à mon avis, des choses assez intéressantes qui se passent dans la première partie, qui est franchement intrigante, que moi je trouve quand même plutôt réussie, même s'il y a une espèce de simplicité, de froideur comme ça de la mise en scène, c'est vrai. Mais déjà, j'aime bien que ce personnage soit assez énigmatique, notamment, moi, ce qui m'a travaillé tout du long, c'est-à-dire, on a l'impression qu'il a gagné le gros lot, et pourtant rien ne change. C'est-à-dire que auprès de ses proches, de son patron, il démissionne pas tout de suite, etc. On a l'impression que finalement, le fait d'avoir gagné ne change rien, puisqu'en fait l'intérêt c'est le pari et pas le gain, quoi. Quelque chose un peu comme ça. Et je trouve que souvent les scènes qui le mettent face à son ordinateur sont assez intéressantes, notamment sur on va dire un peu le différentiel qu'il y aurait entre d'un côté le monde analogique et de l'autre côté le monde numérique. Je pense à un plan et un raccord très bref au début, mais où, comme vous l'avez dit, il récupère des objets, il les prend en photo assez minutieusement. Et il y a un moment, un plan où on le voit comme ça, enlever la carte de son appareil photo, aller la brancher dans un petit appareil un lecteur qui branche à son ordinateur. Donc il y a une espèce de continuité comme ça du plan, alors qu'ensuite les événements sur l'ordinateur, la vente ou pas, se produisent à une vitesse un peu plus effrénée, et je dirais même presque entre les plans finalement. Des fois on revient sur l'ordinateur, on se rend compte que tout a été vendu, et donc il y a une espèce comme ça de différentiel. Et il y a une autre scène assez jolie, je trouve, là-dessus, où il hésite à acheter un jeu vidéo qui rencontre un grand succès pour mettre des exemplaires de côté. Sa copine vient lui parler, et pendant qu'elle lui parle, le temps qu'il se retourne, c'est trop tard, il y a plus d'exemplaires en stock, il peut plus faire son opération. Donc ça, je trouve que c'est un espèce de jeu assez intéressant qui finalement est abandonné dans la seconde partie, ou alors qui laisse place à une espèce un peu de dialectique où finalement dans la première partie on serait plutôt du côté du monde numérique, un peu de l'intangible, etc., et que la deuxième moitié serait, on va dire, le retour finalement de la matière et de cette espèce de violence un peu larvée qui serait un peu la violence sociale de lui, sa réussite, etc. Même si, à mon avis, cette violence-là, elle est... en tout cas, elle suffit pas à expliquer ce qui se déroule dans la seconde partie du film. D'autant plus que si on s'attaque à la deuxième partie maintenant, il y a quand même une forme d'immense absurdité de la raison des antagonistes du film à agir. Encore une fois, qui semble presque être plus de l'ordre du prétexte que d'un véritable développement psychologique, qui fait que très rapidement, en fait, le film souffre mais je sais pas s'il en souffre ou si c'est volontaire, mais en tout cas, en tant que spectateur, il en souffre, une sorte d'absurde, de vacuité totale, quoi, et on a l'impression d'assister à un jeu d'enfant presque de gentils et de méchants, Je pense que ça, c'est voulu, pour le coup, c'est une espèce de déflation un peu... des enjeux de la narration au profit de quelque chose d'un peu grotesque, d'un peu burlesque. Je pense qu'il y a une dimension burlesque dans la deuxième partie qui est incarnée notamment par, pour le coup, un truc qui est un peu réussi. Ce personnage d'assaillant qui est le seul à mettre un masque. Ouais. Tous les autres sont visage découvert, et puis il veut mettre un masque absolument. On ne sait pas pourquoi, on ne saura pas pourquoi. Côté un peu beckettien, je dirais, un peu absurde beckettien. Qui serait un opérateur de modernité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que
dans le canevas de la série B, il y aura une déconstruction, une opération de déconstruction progressive des rouages narratifs ou esthétiques qui lui sont propres pour arriver à une proposition un peu déliquescente ou un peu décomposée, quoi. J'utilise le mot de déconstruction à dessein parce que, comme je vous ai dit, il a été l'élève du type qui a traduit Derrida. Pour situer quand même qu'il y a une dimension théorique et intellectuelle dans le cinéma de Kiyoshi Kurosawa. Son tout premier film, qui s'appelle Kandagawa Pervert Wars, qui est ce qu'on appelle un Pinkueiga. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Pinkueiga. Pinkueiga, c'est les films érotiques japonais qui ont été produits entre les années 60 et les années 80, notamment par un studio qui s'appelle Anikatsu, qui était particulièrement connu dans le champ du cinéma érotique, parce que c'était des films qui passaient au cinéma, mais qui avaient des scènes qui étaient plus explicites que les films érotiques qui passaient au cinéma, mais ils n'étaient pas pour autant pornographiques. Même si par ailleurs, l'autre nom du Pinkueiga, c'est le roman porno, mais c'était pas forcément des films porno. Ouais. D'accord. Ça a été une écurie pour des cinéastes très, très respectables, et Kurosawa a commencé par là. Et donc dans ce film qui s'appelle Kandagawa Pervert Wars, il y a un décor qui est le décor de la chambre d'un adolescent, dont les murs sont tapissés exclusivement de feuilles de papier sur lesquelles sont écrits des concepts de philosophie de la French Theory. Donc va y avoir, ou des noms, genre va y avoir Michel Foucault, Déconstruction, Rhizome, Deleuze, Guattari, etc. Et il y a cette idée que, en fait, le film est pas très bon par ailleurs, mais côté un peu grotesque et drôle, de dire que le monde chez Kurosawa, c'est une relecture intellectualiste, théorique et conceptuelle du monde réel. Voilà. Et que du coup, les enjeux de narration et de vraisemblance ne sont absolument pas ce vers quoi il tend. Pour le coup, il n'a jamais vraiment tendu vers ça. Il cherche plutôt à créer des effets de distanciation, au sens brechtien du terme, quoi. À casser l'illusionnisme et le naturalisme dans sa direction d'acteur ou dans son approche de la mise en scène. Pour un résultat qui peut être absolument saisissant dans des films très réussis et un peu pâteau dans des films qui le sont moins. Je précise juste pour les gens qui sont dans le chat, c'est un cinéaste qui a dû tourner, je pense, à peu près plus de 40 films en 20 ans, en 25 ans. Enfin, c'est un cinéaste qui tourne énormément. Déjà, il a tourné beaucoup entre 82 et 97, c'est sa première période. Et il tourne environ un film par an, peut-être un tout petit peu moins maintenant, mais il a tourné plus d'un film par an entre le début des années 2000 et aujourd'hui, quoi. Et sur cet ensemble-là, la moitié n'est pas bon. Okay. Et quand c'est bien, c'est très très bien. Mais en fait, vu qu'il tourne tout le temps, un peu comme des cinéastes comme vous savez, comme Chabrol ou des gens comme ça, qui n'hésitaient pas à faire des films dont ils savaient que c'était des mauvais films, mais il fallait tourner en continu, quoi. Et à mon avis, sur cette question un peu de la vraisemblance, ça cristallise ma circonspection, je veux dire, devant la deuxième partie du film, qui effectivement pourrait avoir quelque chose d'un peu saisissant, c'est-à-dire le film bascule et on perd un peu les personnages, même si en fait les personnages sont toujours là, mais ils reviennent par des biais un peu détournés. Mais en tout cas, voilà, on change un peu de mode opératoire, on va dire, à l'échelle du film, mais moi j'ai l'impression que le film choisit jamais vraiment, quoi. J'ai l'impression que d'un côté il a envie de faire un truc un peu je sais pas, presque funny games, où cette horde d'un coup va décider de torturer ce mec selon des prétextes plus ou moins improbables, c'est-à-dire son patron lui en veut parce qu'il a fait semblant de pas être chez lui, ou parce qu'il a refusé une promotion gentiment proposée. Bon, c'est un petit peu faible. Et d'ailleurs, c'est dit un peu dans le dialogue, lui finalement s'en fout de si les flics arrivent, bah tant mieux, ça fera plus de meurtres. On a l'impression qu'il y a une espèce de... En fait, c'est la soupape d'une espèce de violence généralisée de la société, de frustration terrible de ces gens qui sont un peu le sentiment d'avoir raté leur vie, qui se disent on choisit ce mec comme cible, mais en fait ça pourrait être n'importe qui d'autre, ce qui compte c'est le plaisir de l'exutoire. Donc ça serait la première piste, mais en même temps j'ai l'impression qu'il veut aussi faire, tu parlais de série B, un film un peu à la Tarantino, une espèce de basculement dans le film de genre, puisqu'il passe son temps néanmoins à essayer d'expliquer la raison de la présence des personnages, quoi, parce qu'ils ont tous, même s'ils sont faibles, des raisons d'être là. Et au point où il y en a un qui a le droit à sa propre séquence. Exactement. Et qui vient un peu trahir le dispositif du film en ayant c'est exactement son propre moment. Ce que j'allais dire, c'est-à-dire que celui qui porte un masque, en fait, on le rencontre un peu plus tôt dans le film par une séquence qui est la seule du film
ou presque, parce qu'il y en a une après avec son assistant, mais quasiment une des seules du film où on n'adopte plus le point de vue de Yoshi. Et en fait, on voit quelqu'un qui se fait tabasser dans des toilettes, et on comprend que c'est parce qu'il a revendu quelque chose qu'il avait acheté de Kiyoshi, et que ça s'avérait être des contrefaçons, donc son client se retourne contre lui. Et donc lui, il a une raison de lui en vouloir. Et le fait que cette séquence entière existe et amorce en fait plus directement la deuxième partie, puisque c'est à travers ce personnage secondaire qu'on va rencontrer les autres membres de ce gang, me fait me dire que finalement le film s'emploie quand même à essayer d'expliquer, de rationaliser un petit peu cette violence qui surgit. Et donc j'ai l'impression que le film finalement est pris entre les deux, quoi, sans vraiment choisir, et que donc moi en tant que spectateur, je passe mon temps à me dire mais ça me paraît un peu bizarroïde ces explications, ça me paraît pas convaincant, et en même temps le film me donne des signes qu'il a envie de m'expliquer, et donc à mon avis ça prend pas tout à fait, quoi. Je pense que pour le coup cette scène avec, alors j'ai complètement oublié le nom de ce personnage secondaire par ailleurs, on appellera l'homme au masque, intervient en tant que rupture à l'intérieur d'une logique de mise en scène qui a prévalu pendant 1h20, je pense qu'il a vraiment à ce moment-là, et donc ça s'inscrit toujours dans une sorte de manière d'être à contre-pied des attentes du spectateur et d'une logique de surprise. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si la scène commence de manière assez brutale. Je pense que le cut arrive littéralement sur le coup de poing que reçoit ce personnage qui se fait casser les dents sur un bidet de toilette. Après, je crois qu'aussi la scène a vocation à donner des billes pour le côté satire sociale. À savoir que ce personnage a la particularité de vivre à l'intérieur d'un cybercafé, dans une espèce de... Je sais même pas ce que c'est un conteneur, j'ai l'impression. Ouais, en tout cas, il loue un petit box de cybercafé. Dans un box à ciel ouvert dans un cybercafé, ce qui est un truc absolument improbable, mais qui semble-t-il est véridique par rapport à ce qu'on peut voir au Japon. Voilà. Et ça serait une manière d'intégrer une dimension de chronique sociale ou de critique sociale directement à l'intérieur du film, parce que je crois que c'est un élément important à préciser. Je le préciserai après, je vais finir d'abord mon point, parce que je me rends compte quand je revois les replays, je me coupe la parole en permanence et que je finis jamais mes points. Donc voilà. Mais aussi ça suit une logique théorique, c'est-à-dire que c'est pas un hasard si il nous montre le fait qu'il vit dans un box, c'est-à-dire dans un carré. Et ce petit carré, me semble-t-il, c'est la formalisation de l'idée que les personnages dans ce Japon contemporain où les gens ne sont reliés que par internet et que par les réseaux numériques, ils vivent dans des bulles ou dans des blocs, dans des carrés qui sont séparés, qui sont à peu près aussi étanches que les petites icônes de vente des différents objets que vend Yoshii, et dont on voit dans la première scène, enfin dans la deuxième scène du film, qu'elles changent de couleur les unes après les autres pour signaler qu'elles ont été vendues. Une sorte de principe de contamination qui serait en fait la métaphore sur le plan formel de ce que travaille le film, à savoir que autant d'individualités séparées les unes des autres vont se contaminer et s'unir les unes les autres contre celui qui est devant l'écran. Qui est devant l'écran. D'autant que logique théorique pour le coup qui rejoint aussi ce que travaille la mise en scène de Kiyoshi Kurosawa, à savoir qu'on va attaquer celui qui est de l'autre côté de l'écran. Et, avec une logique de mise en abîme, on attaque le spectateur à la fin. Enfin bon, c'est un truc assez classique de cinéma d'horreur. Mais d'autant que donc le box est introduit par un long plan de caméra où il y a un déplacement d'abord du personnage dans la bibliothèque, et ensuite la caméra va se surélever pour témoigner de, comme tu l'as dit, du côté ciel ouvert de l'endroit, mais en plus de... Côté un peu graphique, quoi, tu vois. C'est ça, c'est en même temps cet espace, il est clos, et en même temps tout le monde y a accès par le dessus, quoi. Donc là, ça partit vraiment de la logique théorique. C'est ce que j'aime le plus chez lui, quoi. C'est-à-dire l'idée que les films seraient des espèces d'exercices théoriques qui se traduiraient par des logiques de mise en scène et des logiques formelles, et en fait à partir du moment où tu as chopé la logique formelle, tu peux relire tout le film, et tout le film prend sa cohérence interne à partir d'un dispositif de pure mise en scène. Si vous voyez un jour Kairo, c'est un film qui a une narration complètement éclatée, qui est pas très très facile à comprendre dans sa progression narrative, et à partir du moment où on comprend que, en gros, pour le dire très 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 rapidement, les fantômes c'est la caméra et les personnages ne vont qu'aux endroits où il y a de la lumière, donc que sur des écrans symboliques, en fait toutes les scènes deviennent logiques les unes par rapport aux autres, et genre même le découpage devient logique. Donc à la fois il y a quelque chose d'assez excitant en fait intellectuellement, c'est-à-dire que c'est vraiment des exercices de lecture, c'est de la sémiologie appliquée, hein, et en même temps il y a un côté un peu vain, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a le code de lecture, on a la clé de lecture,
peut-être que le film n'est pas si riche en fait en éléments supplémentaires que ça. Est-ce que tu as l'impression que là il y aurait une clé rétrospective, parce que ça me paraît un peu... on se pose la question. Moi il me semble que le film en fait se prend les pieds dans le tapis dans sa structure duel en fait, c'est-à-dire que c'est un peu 2 films en un, c'est-à-dire que la première partie est un film qui a une logique de mise en scène propre et la deuxième partie a une logique de mise en scène propre, ça suit 2 directions complètement différentes. Après il me semble que il y a une scène au début du film qui est une scène parfaitement anodine, qui est une scène assez emmerdante d'ailleurs, mais qui contient quand même un détail qui est très intriguant, c'est quand il est avec alors ça pour le coup je me souviens de son nom, c'est un personnage, c'est Muraoka, qui est son ancien professeur qu'il a initié au business de la jeu de loi là. Exactement, il joue aux petits chevaux. Ah, c'est les petits chevaux, ouais. Alors c'est intéressant parce qu'en fait si tu regardes le plateau du jeu de petits chevaux, déjà il y a combien de pions? Il y en a 5 comme le nombre d'assaillants, tu vois. Bon. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent. Je retrouve mon grignon là. et ils suivent. En fait, l'idée c'est que quand tu joues au petit chevaux, tu suis quelqu'un. Enfin, tu dois aller plus vite que quelqu'un d'autre. Et donc lui, il est avec son dernier petit pion tout rouge contre 5 jaunes. Bon. Et ils avancent de. Alors, c'est pas des cases rectangulaires. C'est ça qui m'a travaillé, c'est que c'était pas des cases rectangulaires, c'est des cases rondes. Ça marche plus. Et donc ça marche plus. Un petit jeu qui. Mais en tout cas, il y a l'idée que tu avances de case en case et les cases sont reliées. Et ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à un réseau, à un circuit informatique. C'est-à-dire que j'ai le screenshot à la maison, quoi. Vraiment, je l'ai regardé longuement et oui, ça ressemble à un circuit, à un processeur, quoi, un microprocesseur. En gros, il y aurait l'idée, à mon avis, que ce que raconte Kiyoshi Kurosawa, c'est que. Alors moi je sais pas si ça m'intéresse beaucoup comme idée, mais le Japon contemporain est travaillé par une sorte de déliquescence des relations entre les individus, et que la seule manière de se relier c'est par les réseaux, mais que du coup on vit dans des espèces de petites monades qui sont isolées les unes des autres, uniquement reliées par du réseau, et le problème c'est que sur les réseaux on agit différemment de comme on est dans la vie, et donc on peut se mettre à tuer quelqu'un, en tout cas s'organiser pour tuer quelqu'un, parce que le réseau le permet, alors qu'on le ferait pas dans la vraie vie. C'est ça, pour le coup, le grand sujet de son cinéma depuis Cure. Cure, voyez-le, histoire pitch génial, c'est des gens qui tuent des gens, tous de la même manière, mais ils se connaissent pas, et on sait pas pourquoi ils se souviennent pas d'avoir tué, pourquoi ils ont tué. Et donc c'est la même idée, c'est-à-dire, on est connecté, et on fait des trucs qu'on ne ferait jamais, parce qu'on est connecté. À cause de la connexion. Tu vois. Bon, bref. Oui, d'où le titre du film Cloud, c'est une sorte de sensation un peu de diffusion générale. Ouais. Avec l'idée en plus dans cette scène que le truc des petits chevaux, moi j'avais pas pensé à cette logique, on va dire, formelle, mais que finalement l'autre personnage lui dit arrête de chercher ton prochain coup parce que t'as gagné, ce qui correspond au fait que lui en fait a déjà empoché une somme d'argent importante, contrairement à celui qu'il affronte qui est en gros son double mais qui a raté sa vie, quoi. C'est ça, ouais. Et du coup c'est vrai que la deuxième partie du film, à mon sens, ne fonctionne pas sur ce prisme de lecture là. Et je dois bien avouer que je sais pas très bien ce qu'il veut faire, sinon faire une espèce de, comment on appelle ça, d'exercice de style un peu. Oui, c'est peut-être juste ce que tu as dit tout à l'heure, il fait un film tous les ans, il s'est dit là je peux me permettre 40 minutes de shoot-out, de scène un peu d'action, et je vais prendre plaisir à juste me construire mon petit moment. Il y a une dimension expérimentale dans son cinéma qui est indéniable, c'est que il y a des projets où il tente des trucs, où il va faire un peu le brouillon d'un truc qu'il va réutiliser plus tard, typiquement. Un film qui s'appelle Vaine Illusion, qui est un film improbable, mais trop bizarre, qu'il a tourné en 99 avec Shinji Aoyama, que vous connaissez peut-être, c'est le réalisateur de Eureka, qui est un film qui avait eu un... Tu confonds avec Lisandro Alonso. Alors, mais qui est un film qui avait eu un prix à Cannes en 2001, un film de 3h30, musique de Jim O'Rourke, tourné en sépia, un truc vraiment un film de la nouvelle vague japonaise du début des années 2000 qui avait été très marquant. Et c'était un film qui était improbable parce que c'était genre des musiciens expérimentaux qui passaient leur temps dans des pièces à tomber par terre et à ne pas se parler, et qui disparaissaient de l'écran à réapparaissaient de manière un peu aléatoire. En fait, ces stratégies-là, il va les réutiliser dans un autre film qui s'appelle License to Live, qui pour le coup est très très réussi et qui raconte l'histoire d'un mec qui est amnésique. Donc tu sens qu'en fait, d'un film à l'autre, il va expérimenter cette espèce de stratégie formelle, et voilà, il va tenter un truc que peut-être dans 5 ans, en fait, on va trouver un super film de shoot-out qui durera 1h10. Voilà. Vas-y, si tu veux. Bah, c'est pour dire que, pour cette question de, en gros, est-ce qu'il y a une espèce de clé de lecture, il faut dire que la toute fin du film bascule dans un truc un peu plus surréaliste,
qui laisse entendre qu'il y avait une espèce de progression métaphorique, ou que le film devenait de plus en plus métaphorique, abstrait, mais qui, moi, rétrospectivement, ne m'apparaît pas du tout, enfin en tout cas, j'ai pas du tout l'impression qu'il y ait effectivement quelque chose à vraiment dédier de tout ça. Mais, moi, je commence à me demander, avec aussi donc les remarques du chat sur le côté, il y a d'autres vrais profiteurs un peu au-dessus de tout ça. C'est que en effet, il y a le personnage le plus énigmatique du film qui va être l'assistant de Yoshi, qui va apparaître une fois qu'il s'installe dans la ruralité et qui se fait renvoyer, mais qui revient quand même défendre Yoshi une fois kidnappé. On sait pas vraiment si c'est un yakuza, on sait pas vraiment. En fait, le film ne tient pas précisément à le distinguer. Et donc, il arrive pour éliminer tous les autres concurrents de Yoshi, enfin concurrents agresseurs, mais sans but précis. Non, enfin, on sent qu'il a beaucoup plus de ressources que ce que Yoshi pourrait lui payer mensuellement. Donc, il a d'autres raisons que de simplement garder son boulot. On sent qu'il a des connexions, qu'il a peut-être une raison. Et est-ce que ce serait pas aussi une forme de cette sorte de puissance encore au-dessus qui vient en fait remettre un peu d'ordre dans ces alignements sur Internet et qui gagnait en fait à l'existence de plein de petits vendeurs comme Yoshi. Et une fois qu'il y en a qui ont perdu, on les élimine et on garde ceux qui fonctionnent et on garde un peu le système fonctionnant. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que c'est aussi une espèce de figure de Deus Ex Machina incarné. Enfin, l'idée. Moi, je l'inscris vraiment dans des processus de distanciation qui font que ça tourne à vraiment une espèce de farce absurde. Où il est aidé par une espèce. C'est un personnage qui est quasiment invincible, qui a une espèce de code moral incroyable. Il y a aussi tout le truc qui tourne autour de la copine de Yoshi. Enfin, on va pas raconter, aussi, mais il y a des. Enfin, ceci dit, c'est ce qui fait aussi la singularité du film. C'est pas nul, quoi. C'est extrêmement bizarre. Bizarre. C'est vraiment le seul mot que j'ai passé mon temps à envoyer à Clément après avoir vu le film. J'arrivais pas à trouver d'autres mots que bizarre. C'est extrêmement incongru, quoi. Il y a une espèce mais du coup, en soi, c'est une forme. Et c'est une forme qui relève de la modernité, l'incongruité. C'est-à-dire l'idée qu'il y aurait des choses qui déconnent en permanence. Et que, du coup, on ne peut pas appliquer un prisme de lecture narratif, aristotélicien, quoi, de progression aristotélicienne. Le principe de vraisemblance n'a plus lieu d'être. En ce sens-là, c'est intéressant. Mais moi, le reproche que je fais au film, c'est que cette débauche, je dirais, de décomposition et de déconstruction produit très peu de choses sur le plan esthétique et formel. C'est un film qui est assez passionnant, je pense, à faire checker un peu dans sa tête. Donc en soi, c'est déjà ça de gagner, parce que c'est clair. Le film mérite d'être intriguant. Voilà, c'est pas inoubliable, mais ça tient quand même. Puis il y a quand même quelques plans, quelques moments de vrai cinéma à l'intérieur. Enfin, il y a de la mise en scène quand même. Et en même temps, c'est un peu vain, quoi. Mais c'est un peu le défaut de beaucoup de films récents de Kiyoshi Kurosawa, qui a été un cinéaste vraiment assez exemplaire, fin des années 90 jusqu'à la fin des années 2000. Il fait vraiment... Enfin, encore une fois, je veux pas que ça donne l'impression de vous dégoûter de ça, parce que c'est vraiment Mais c'est pas forcément un grand cinéaste. C'est le film vers lequel... C'est une mauvaise porte d'entrée, quoi. C'est une porte d'entrée... Enfin, c'est une porte de fond de cuisine avec une vitre martelée. Faut mieux aller voir Chime. Vraiment, vaut mieux aller voir Chime, qui est très bref, qui fait ce qu'il a à faire, qui raconte comment un mec tue des gens. Voilà. Parce qu'il entend un carillon dans sa tête. Il y a beaucoup de gens qui tuent des gens, j'ai l'impression. C'est le principe, c'est le principe. Alors... Ça donne envie d'en voir un peu tout. Ça donne envie de voir un peu tout, justement, ouais. Est-ce que, enfin, Clément, t'as d'autres trucs à dire ou pas? Est-ce que t'as envie de nous faire un petit 3 films que tu nous recommandes de Kiyoshi Kurosawa? Du coup, t'as dit Cure, Kairo. Je vais faire un 5. Ok, vas-y. Et en gros, à égalité. Donc, en 1, comme ça, vous voyez vraiment les films vraiment importants. Vous voyez Cure et Kairo, ça c'est sûr. Cure et Kairo. Très important. Ouais, c'est les deux qui ressortent souvent. Voilà, on met parfois Charisma avec, mais qui est un film. Bon, vous allez voir Charisma aussi. Donc, 3. Ensuite, en récent, très très bien. Le meilleur film qu'il a fait ces dernières années, il l'a fait il y a 10 ans, c'est Vers l'autre rive. 4. Et ensuite. Sinon, ça arrête à 4. Hein. Le film dont tu nous as parlé en intro, qui était son plus effrayant. Il y a Séance, qui est un film d'horreur, mais j'essaye de trouver un film qui serait un peu simple. Alors, un film qui est pas très réussi, mais qui est. Alors, voilà. C'est pas totalement réussi, mais c'est bien parce que ça résume plein de trucs de son cinéma. C'est Shokuzai, c'est sa série qu'il a fait en 2011. 5 épisodes, et un peu c'est 5 facettes de Kiyoshi Kurosawa.
Ok, donc on t'a donné 5 films et t'as utilisé le 5e film pour me dire 5 trucs différents. Exactement. C'est ça, donc tu triches. Non, mais il y a plein de choses à voir.